Thank you very much for that lovely introduction. So it's a pleasure to be here. Je suis ravi d'être ici, de participer à ce merveilleux symposium. C'est une occasion unique pour moi de rencontrer des collègues qui partagent la même passion face aux inégalités qui affectent les enfants. Donc, nous allons vous parler du modèle de soins que nous avons développé à l'Université Columbia et à l'école pour enfants presbytérien. Alors voici pour vous donner quelques repères géographiques. On a parlé de gentrification, de faibles revenus. Eh bien, ça s'applique à notre cas. Notre centre médical et ma pratique se trouvent dans le nord, la pointe nord de Manhattan. Vous êtes sans doute allé à New York déjà. Alors, ça n'est pas dans la section touristique, c'est à la pointe nord. Et il y a donc d'un côté du fleuve, c'est le New Jersey, et du côté est, c'est le Bronx, que vous connaissez, c'est le pays des Yankees. C'est un quartier qui est très différent de ce à quoi on pense quand on va visiter New York en touriste. C'est un quartier d'abord hispanique. La plupart de nos patients parlent d'abord espagnol. La plupart des enfants donc, sont nés à l'étranger. Ils n'ont pas un haut niveau d'acculturation, donc à la culture new-yorkaise. Ils sont très intégrés à leur propre communauté, ce qui finit par les isoler, comme vous pouvez voir, au niveau du revenu. 43% ont un revenu par ménage de moins de 20 000 $ américains. Donc c'est un quartier où la pauvreté est importante, les problèmes sociaux sérieux. J'ai commencé ce travail parce que comme praticienne en pédiatrie, il était clair, puisque nous travaillons avec l'hôpital pour enfants, donc nos pédiatres et nos résidents en pédiatrie s'occupent d'enfants qui ont de nombreux problèmes médicaux complexes. Nous sommes très proches, nous, donc du Morgan Stanley Children's Hospital à New York, et donc nous traitons des cas rares, des maladies qui demandent des soins très spécialisés, très techniques, et ce qui se fait donc dans une unité de pédiatrie. Donc, nous sommes tous des généralistes, mais nous occupons d'eux. Et les enfants, donc, qui sont une population vulnérable, vous serez d'accord, eh bien, le gouvernement fédéral définit ces enfants qui ont des besoins spéciaux comme ceux qui sont à risque accru de maladies physiques, maladies de croissance ou maladies émotionnelles et qui ont besoin de services spécialisés en plus de ce qu'un enfant normal devrait recevoir. Donc, de façon générale, aux États-Unis, et je ne pense pas que ce soit si différent dans les pays qui sont représentés ici, les gens pensent en pédiatrie à certaines maladies chroniques qui reviennent. Donc, nous les connaissons bien. L'asthme, c'est donc la première maladie qu'on souhaite chez nous. Il y a évidemment le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et l'autisme. Alors, pour les pédiatres, eh bien, ce sont des maladies pour lesquelles on a beaucoup d'appui. On travaille à améliorer les traitements, mais il y a beaucoup d'autres enfants qui sont sous la surface de l'eau, de cet iceberg, et qui sont souvent oubliés parce qu'il n'y a pas autant de ressources pour eux dans nos milieux. Alors, une partie de notre mission et mon but en développant ce modèle, c'est de penser à ces enfants, d'abord de savoir combien ils sont, quels sont leurs besoins. Et je devrais vous donner quelques références pour expliquer que le cadre est un peu différent de ce qui se passe ici ou en Australie. Dans mon pays, donc, ces pratiques pédiatriques sont dans un même édifice et ça se fait avec la médecine interne. Donc, alors, on partage des espaces avec une clientèle adulte, naturellement, et dans notre centre médical, les enfants donc sont considérés comme la population donc plutôt en santé. Ce sont les adultes qui prennent des décisions. Alors même si nous avons un hôpital pour enfants, il faut partie d'un grand centre médical qui est d'abord axé sur les adultes. Si bien que moi, je me retrouve autour de la table à essayer de discuter, défendre la cause des enfants, mais disons que mes interlocuteurs ne sont pas tellement informés de la situation des enfants et je joue le rôle au fond d'une avocate, d'un défenseur des enfants autour de la table parce que les gens vont parler facilement du diabète ou de la dépression pour les adultes, mais ils se disent donc les enfants ils n'ont pas de problème de santé alors, mais non, les enfants que nous traitons, nous, sont vulnérables et ils ne sont pas en bonne santé.
Alors les enfants dans cette catégorie forment pratiquement 20% de toute la population des enfants aux États-Unis, donc ce sont des enfants à risque et ils représentent chez nous 80% des dépenses en pédiatrie. Donc c'est une population qu'on ne peut ignorer si on pense à l'économie des soins de santé. Et c'est en croissance parce qu'à cause des progrès de la technologie, parce que nous pouvons diagnostiquer les maladies beaucoup plus tôt, même au niveau prénatal. C'est donc une population, une clientèle qui est en croissance. Et il représente donc plusieurs des facteurs que nous avons évoqués. Donc, ils manquent l'école, ils ont des besoins de santé auxquels on ne répond pas et ils utilisent l'hôpital plus que les autres. Il y a plus de journées d'hospitalisation pour cette population. Alors, dans ma population, donc, ce sont des enfants latinos, donc c'est un sous-ensemble de la population qui a encore plus de problèmes que les enfants qui ont déjà des besoins de santé particuliers. Si vous êtes un enfant latino aux États-Unis, si vous êtes à risque ou si vous avez un problème de santé, vous avez plus de défis à relever. Il y a des disparités importantes au niveau de l'assurance, au niveau de l'éducation et des services sociaux, comme on l'a dit. Cette population, de façon générale, donc les enfants latinos aux États-Unis, c'est le secteur qui grandit le plus rapidement dans notre population. Donc, c'est la croissance démographique la plus importante. Alors, donc, on est passé de 16 à 20% en quelques 5 ans. On estime qu'en 2050, la majorité des enfants aux États-Unis seront d'origine latino-américaine. Et mon but, c'est de développer dans notre centre médical un modèle de soins qui nous permettront donc de répondre aux besoins des enfants qui ont des besoins spéciaux, mais qui sont d'origine latino-américaine. Ici, les données d'un recensement ou d'un sondage qui a été fait pour les parents d'enfants qui ont des besoins de santé particuliers et qui ont différentes origines. En bleu, vous voyez donc les hispaniques. Ensuite, en rouge, ce sont les blancs non hispaniques. Ensuite, vous avez les noirs non hispaniques et les autres, la perception des parents pour savoir si leurs enfants latinos reçoivent des soins coordonnés donc, de façon adéquate. Et vous allez voir donc les différences, c'est que les enfants latinos, leurs parents disaient que le fait d'avoir réussi donc à obtenir des soins adéquats, ça était moins satisfaisant. Donc il y a déjà une inégalité au niveau de l'expérience qu'a la famille quand elle essaie d'avoir accès à des soins de santé coordonnés. Alors, j'aimerais vous parler d'un cas pratique. Là, ce sont mes racines comme clinicienne. Eh bien, c'est un patient dont je me suis occupé, que j'ai rencontré quand il était à l'hôpital, juste peu avant qu'il reçoive son congé. Donc, j'ai travaillé pendant 2 semaines donc, à l'hôpital. Je me suis occupé de lui. Donc, on savait donc à la naissance qu'il avait un problème donc de communication interventriculaire. Aussi, il y avait donc une rupture au niveau de l'ésophage. Il a été opéré, mais à 3 mois, donc justement, il y a eu au moment de l'intervention une rupture de l'ésophage. Alors, il a été admis à l'hôpital à l'âge de 9 mois et il a été m'a été confié donc avec les problème suivant, donc il a une origine latina, sa mère vit dans le quartier, donc le quartier que je vous ai présenté sur la carte, et il y avait toutes sortes de facteurs sociaux qui affectaient sa famille, donc sans parler de tous les problèmes médicaux qu'il fallait gérer, auxquels il fallait répondre. Donc c'est ça, alors on a parlé de l'ésophage, il y avait une sonde gastrique, un tube jéjunal, un problème au niveau pulmonaire, de retard de croissance et un problème d'hypertension. Alors, donc, nous ne sommes pas considérés comme des sous-spécialistes, mais c'est ce que je devais affronter avec mon équipe. Et mon équipe, c'était mon adjointe médicale et mon infirmière. Ce n'est pas trop multidisciplinaire. Alors, voici la photo de mon patient. Donc, il a 2 ans. Ici, j'ai la permission de sa famille de vous présenter cette photo. Donc, vous voyez des soins aigus pour un patient. Une fois qu'il a été stabilisé, beaucoup de ces problèmes graves, ce qui le mettait en danger, bien, il fallait ensuite que ce soit traité au niveau de la communauté et en soins primaires. Nous avons donc mis au point ce programme que je voudrais vous exposer aujourd'hui, ce qu'on appelle donc, c'est le programme qui permet d'atteindre aux enfants spéciaux, d'atteindre tout ce qu'ils veulent faire. Alors c'est le programme SCATE. Voici les différents aspects qui nous semblent importants. D'abord,
il fallait d'abord identifier quels sont donc les enfants qui sont comme ce patient, qui ont des besoins de soins très particuliers, d'améliorer leur identification, comprendre qui ils sont, parce que nous ne pouvions pas savoir au départ combien il y avait d'enfants comme cela. Alors, ils sont tellement nombreux, donc si je devais tirer donc une liste de patients asthmatiques, ce serait facile, mais lui, il ne répond pas à un seul diagnostic, il a toutes sortes de maladies. Nous voulions développer des équipes interdisciplinaires pour pouvoir répondre à leurs besoins, leurs problèmes de comportement et leur morbidité sociale. Nous voulions assurer une coordination des soins intensifs, c'est ce qui permet donc aux familles de naviguer à travers le système de santé et le système d'éducation et de le faire en lien avec des agences communautaires de notre milieu. Donc c'est pas seulement la pratique médicale, mais c'est aussi la façon de jeter des ponts avec nos partenaires dans le milieu. C'est comme ça que ces enfants vivent. Ils viennent chez nous donc quelques heures par année, mais en fait là où ils vivent, là où ils sont engagés au niveau de leur communauté, c'est à travers ces différentes agences que nous pouvons les rejoindre. Et notre but, en plus d'améliorer donc leurs soins, la coordination et l'expérience de leur famille, c'était de leur permettre d'utiliser davantage les services d'urgence et l'hospitalisation, qui peut être très dispendieuse. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir commencer ce modèle donc en lançant un projet pilote dans ma pratique en particulier. Nous avons obtenu du financement pour des postes que je vais vous présenter et nous avons utilisé aussi de l'informatique pour pouvoir développer donc les dossiers des enfants, vérifier donc leur rendez-vous. Donc on réservait normalement 20 minutes pour des patients comme ça, ce qui était irréaliste. Et il y a eu d'autres adaptations à faire donc au niveau des répondants médicaux d'urgence. Alors, ils nous ont beaucoup aidés donc à aider la coordination avec les familles pour fixer les rendez-vous, par exemple, pour coordonner les services à domicile avec les pharmacies pour répondre aux besoins. Et ils ont même accompagné des patients à différents rendez-vous avec des spécialistes, par exemple avec un cardiologue. Donc, ils ont fait beaucoup de navigation, donc comme infirmières, qui ont permis donc aux familles de se retrouver. On a travaillé aussi avec des infirmières praticiennes en pédiatrie, donc et vraiment, elles s'étaient très bien adaptées à notre travail. Elles ont un engagement à long terme avec les enfants. Ils ont aidé au diagnostic. Ils ont fourni des traitements donc à court terme. Ils ont assuré la coordination donc avec l'école et ils nous ont aidé aussi à la gestion des médicaments. Et ensuite, nous avons ajouté des travailleuses et des travailleurs de santé communautaires. Donc, ce sont des pères bilingues qui reçoivent une formation pour certaines de ces maladies sur un niveau non clinique et qui leur permettent quand même de comprendre ce qui se passe pour mieux soutenir les familles au niveau de leurs besoins médicaux, aider les familles donc à aller à la pharmacie, donc traiter avec les pharmaciens pour recevoir des médicaments, mais surtout, ils ont identifié les besoins sociaux des familles. Parfois, ce sont des problèmes de sécurité alimentaire ou des problèmes d'immigration. Elles mettent les familles en lien avec des ressources et ces travailleuses communautaires sont présentes avec nous, ils font partie de nos réunions et ils nous éclairent sur la situation des familles parce qu'elles vont à la maison. Ce sont les seuls membres de l'équipe qui sont autorisés à aller à la maison, à domicile. Quelques résultats, donc, sur nos 18 000 patients dans 4 pratiques, eh bien, 8 000 donc, avaient des besoins médicaux spéciaux. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale, donc nous avions entre 40 à 45% de la population qui répond à cette définition, je vous ai dit plutôt des enfants avec besoins médicaux particuliers. Comme vous voyez ici, donc, les garçons sont plus à risque d'avoir des situations médicales complexes que les filles. Voici les âges que nous avons, donc c'est entre les tout petits et donc vous avez la distribution. Et vous avez la stratification. Nous avons pu stratifier la population en fonction des risques. Le niveau 1, c'est le niveau de risque le moins élevé, c'est-à-dire qu'ils ont une maladie chronique, mais qui est bien gérée par la pratique pédiatrique. Niveau 2, donc ils ont besoin de soins spécialisés auprès de 3 spécialistes. Numéro 3, ils sont instables, quel que soit le nombre de spécialistes qui interviennent. Vous avez donc une jeune fille de 13 ans qui est en dépression grave et qui est suicidaire. Donc, alors, elle est à risque pour une visite aux soins d'urgence. Et le 3B, eh bien, ce sont les complexités multiples, un peu comme le patient que je vous ai présenté. Et cela me permet de voir
quelle est la population que je veux servir et de répartir les ressources dont nous disposons entre eux. Alors ça, c'est les différentes pratiques, les quatre centres au fond qui s'occupent. Alors ça dépend de la géographie, donc il y en a qui sont juste en face de l'hôpital, plusieurs de nos patients les choisissent parce qu'ils sont tout près de l'hôpital, donc pour les jeunes enfants. Ensuite, les travailleuses communautaires ne traitent que les soins, que les cas de 3 ou 3B. Donc, ils travaillent avec les enfants les plus instables et avec les cas médicaux les plus complexes. C'est intéressant parce que quand j'ai retiré donc les familles, et quelques-unes avaient été déjà passées donc d'un niveau 3 à 3B au niveau 2, c'est-à-dire qu'à cause de l'accompagnement qu'elles avaient reçu, elles avaient pu stabiliser quand même l'intervention des travailleuses communautaires. Donc c'est une bonne façon de voir ce qui arrive à la suite de l'intervention que nous faisons. Elles peuvent travailler pendant 6 mois, donc avec les patients qui suivent. Certaines mesures que nous suivons, plusieurs ont trait donc à notre modèle d'intervention. Et d'autres sont plus au niveau de l'utilisation, donc qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'ils sont plus ou moins hospitalisés. Et ensuite, on reprend tout ça, mais du point de vue de la famille, quel est l'impact sur elles? Est-ce que leur niveau de stress diminue? Est-ce qu'elles ont davantage confiance pour gérer le cas des enfants? Est-ce qu'elles sont plus à l'aise pour se retrouver dans le système social et le système de santé? Et là, ce sont de premiers résultats, donc le programme existe depuis une année maintenant avec toutes ces équipes, et voir donc que on nous a référé surtout donc les problèmes de logement et nous voulons, il faut que les familles puissent se concentrer sur les besoins médicaux et nous allons aller chercher les données pour savoir ce qui arrive à la suite des visites à l'urgence, à la suite des hospitalisations, qu'est-ce qui ça a comme répercussion sur leur visite aux spécialistes par exemple. Et ce que nous voulons suivre de plus près maintenant en colligeant de nouvelles données. Donc ce que je dégage comme leçon rapidement, d'abord il s'agit de bien identifier quels sont ces enfants dans votre pratique, dans votre système. C'est essentiel pour pouvoir ensuite aller plus loin. Ensuite, il est important que les travailleurs communautaires et les praticiennes donc, ont beaucoup changé la qualité de l'expérience des familles. Donc, alors, ce qu'on nous a raconté donc, sur le plan anecdotal était extraordinaire. Et ensuite, ce modèle donc, adapté à la maison doit être flexible. Il faut aller chercher des subventions pour rendre ça possible. Mais évidemment, les services de santé aux États-Unis, c'est en évolution constante. C'est un grand sujet de débat actuellement. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, surtout dans notre État, par beaucoup de décisions sont prises au niveau de l'État. Et ces programmes vont continuer d'être financés pour répondre à la fois aux problèmes sociaux et à l'aspect médical des soins à donner aux enfants. Et je termine là-dessus, mais j'attends la discussion que nous aurons en réponse à vos questions.